Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Tous les sondeurs disaient que le NFP ne pouvait pas sortir premier. Il est sorti premier, vous devez prendre acte. Et puis la politique qui sera menée, après, elle va se discuter à l'Assemblée. Et puis on en verra les résultats. Il y a toujours eu beaucoup de transferts du côté de la gauche valsiste chez Macron déjà. Et il essaie de trouver quelqu'un là-dedans pour dire non, il n'est pas de mon camp, il est du Parti Socialiste. C'est ça le but. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de l'Instant Porcher. Merci pour ces années de fidélité et on ne change pas la formule. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, il est bon de comprendre, analyser et décrypter. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager cette pétition sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir même pendant l'été. Abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaire, on ne vit que de votre soutien. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, c'est la rentrée, mais pas pour tout le monde. Macron continue de faire du zèle, c'est parti. Trêve olympique, puis les vacances d'été, puis trêve paralympique, puis il ne faut pas perturber la rentrée des classes. Bref, Emmanuel Macron tergiverse pour nommer un gouvernement. Le résultat du scrutin aux élections législatives ne lui plaît pas, alors en bon Jupiter, il nous fait poireauter. Après une salve de rencontres et de rendez-vous déjà la semaine dernière, avec les partis représentés à l'Assemblée nationale, le chef de l'État reçoit ce lundi Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, des noms qui circulent déjà depuis 2 mois, mais aussi les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ce dernier d'ailleurs fraîchement élu député au sein du NFP. Emmanuel Macron a écarté pour de bon la candidature Lucie Castet. Si je la nomme, elle ou un représentant du nouveau Front populaire, ils abrogeront la réforme des retraites, ils augmenteront le SMIC à 1 600 €, les marchés financiers paniqueront et la France plongera, a-t-il déclaré selon des propos rapportés par l'Express. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque, affirme encore le président, qui dit craindre une crise économique liée à l'action de gauche. Thomas, donc là, c'est pas l'instabilité qui prône, mais bien le programme de gauche qui fait peur à Macron. Oui, alors ce qui est assez marrant, c'est que à partir du moment où vous avez un programme, parce que là, les 3 choses qu'il a citées, c'est les choses qui amélioreraient la vie des plus fragiles, c'est-à-dire une augmentation du salaire minimum. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, la question de fond, c'est qui peut vivre avec le salaire minimum. Moi, pas grand monde, et je pense que Macron et ses proches, vous les mettez au SMIC, très rapidement, ils se rendront compte qu'on ne peut pas vivre avec le SMIC. Donc il s'agit d'augmenter le salaire minimum, sachant, disons-le, que quand vous augmentez le salaire minimum, ce n'est pas qu'un coût pour l'entreprise. L'économie est un circuit, et vous avez aussi plus de débouchés, et vous avez aussi plus de gens qui veulent travailler, et travailler mieux, parce qu'ils sont mieux payés. La réforme des retraites, c'est revenir sur la réforme des retraites, c'est revenir à la situation initiale et ouvrir la brèche sur un âge pivot à 60 ans, qui est une bonne chose aussi, parce que nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. Et ça, c'est impossible à faire. Alors que c'est possible de retirer quasiment 70 milliards aux entreprises et aux ménages, 40 milliards aux entreprises, ce qui a créé du déficit à plus de 50%. Là, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est impossible à faire. Donc, on voit très bien que pour Macron, il n'y a qu'une seule politique économique, et qu'on ne peut pas faire autrement, et ce qui est parfaitement faux. Et l'argument des marchés financiers, on en a marre. Il nous l'a sorti avant le Covid, quand il fallait investir dans l'hôpital, ça n'a pas fonctionné. Il nous le ressort aujourd'hui. Ça fait quoi, 2 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Les marchés financiers ne nous ont pas attaqués. Ils auraient pu se dire, tiens, il y a une instabilité politique, avec une dette élevée, un déficit, c'est le moment d'attaquer. Ils ne nous ont pas attaqués. Donc la France est bien plus solide que Macron le pense. Donc il faut arrêter avec cet argument. Surtout que là, le programme du NFP, c'est un programme social-démocrate classique, il n'y a rien de révolutionnaire, parce que Macron, il tire quand même le centre du jeu politique bien à droite et bien dans le libéralisme. Oui, rien de révolutionnaire. Il y a un coup de pouce sur les bas salaires, un retour, une abrogation d'une réforme qui vient d'être mise en place, quand même, dans des conditions démocratiques que l'on connaît, puisqu'il y a l'utilisation du 49.3 après de fortes manifestations. On n'est pas sur les programmes de rupture qui consisteraient à nationaliser des entreprises ou des programmes complètement délirants. C'est un programme sérieux, on l'a dit ici, qui a été validé par des économistes. À un moment, Macron devrait se dire, testons-le. Je veux dire, et au moins on en aura fini. Si on le teste et que c'est la catastrophe qu'il annonce, dans ce cas-là, ce sera lui le grand gagnant. Et tout le monde se souviendra de ce qu'a fait Macron avant, il sera gagnant. Mais pourquoi il refuse de le faire ? Parce que imaginons que ça marche, imaginons que ça fonctionne mieux, que l'économie finalement repart, il y a un peu plus de croissance, parce que le premier moteur de la croissance économique, c'est la consommation,
que les gens sont plus apaisés, qu'il y a une vraie politique sur les services publics qui est menée et qu'il y ait dans la vie de tous les jours, concrètement, des changements pour les gens les plus modestes. La politique de Macron sera complètement désavouée. Et ça, je pense que c'est impossible à envisager pour lui. Donc il préfère ne même pas tenter l'expérience et aller contre, quoi qu'on en dise, un résultat des urnes. Parce que même si ce n'est qu'une majorité relative, le NFP, à la surprise de tous, est sorti gagnant. En fait, on voit bien cette évolution qui est assez intéressante. C'est-à-dire que Macron a fait la dissolution parce qu'il pariait, il était quasiment sûr qu'il n'allait pas avoir une recomposition de la NUPES. Et donc, il allait avoir un bloc central avec une partie des socialistes qui allait voter pour lui pour faire barrage au Rassemblement national. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Puis ensuite, il s'est dit, je vais les laisser, on va jouer le jeu, la trêve olympique, ils ne vont pas réussir à s'entendre. Il y a eu Toubiana qui a été annoncé, Madame Toubiana, la France Insoumise n'en voulait pas, et puis ils ont réussi à se mettre d'accord. Et puis il a dit, bon, vous vous êtes mis d'accord, mais il ne faut pas avoir un ministre de la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon a dit, bon, dans ce cas-là, il n'y aura pas de ministre de la France Insoumise si le programme est appliqué. Donc il est en train de, vraiment, il n'y a plus trop d'arguments. Il n'y a plus trop d'arguments, à part l'argument purement théorique du refus d'avoir une autre politique économique. Parce que le programme, il va quand même provoquer des perdants, c'est les très grandes fortunes et les très grandes entreprises. Qu'est-ce que tu réponds, toi, sur, tu l'as un peu dit, mais quand Macron, il agite un peu, et il le fait souvent, le risque d'une crise économique, le risque des marchés financiers, qu'est-ce que tu réponds? Parce que l'argument sur la crise économique, on y est déjà dans une crise économique. En fait, on n'a pas eu besoin d'attendre le gouvernement du NFP pour avoir un déficit à 5,5% et avoir une dette élevée. Je veux dire, c'est lui, là, c'est son bilan à lui. Alors, il peut vouloir réduire le déficit, mais son bilan, c'est ça. Nous, on a dit parfois que des choses étaient nécessaires. Quand il a fait le quoi qu'il en coûte, c'est parfaitement nécessaire. Souvent, on dit qu'il ne faut pas s'affoler plus que ça sur le déficit et la dette, ce qui est une vérité. Mais le NFP, c'est un programme chiffré. Bien sûr qu'il y aura des taxations sur les revenus les plus riches, il y aura des mises en place de réglementations fiscales qui visent à faire que même quand une entreprise quitte le territoire, elle doit quand même payer une petite partie. Mais c'est très bien, il faut expérimenter des choses. Dans la fiscalité, il y a eu beaucoup de règles fiscales qui ont eu pour but d'avantager les grands groupes, qui aujourd'hui vont très loin dans des prix comptables, ce qui leur permet de baisser la fiscalité là où il y a une pression fiscale élevée. On a même créé à un moment le bénéfice mondial consolidé qui permettait aux grands groupes de rapatrier des pertes pour faire baisser leurs bénéfices dans les pays où elles opéraient. Donc il y a eu vraiment une innovation fiscale en faveur des plus riches et des grandes entreprises. Il serait bon qu'il y ait aussi des propositions de fiscalité adaptées à la mondialisation aujourd'hui pour faire en sorte que chacun puisse avoir son juste dû. Et je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron empêche la démocratie de jouer son rôle. C'est-à-dire que ces propositions vont être faites à l'Assemblée, il peut y avoir utilisation du 49.3, il n'a pas hésité à le faire, Macron, mais il va y avoir des discussions au Parlement. Donc normalement, il devrait se dire, le NFP est sorti en premier, il me propose quelqu'un, je le mets, et puis après c'est le Parlement qui débat de la politique à mener. Est-ce qu'on n'assiste pas là à un comportement quand même assez inédit sous la 5e ? C'est pas un comportement illégal, mais c'est un comportement surprenant. C'est-à-dire que vous faites une dissolution, vous laissez le temps minimum pour que les élections aient lieu avant un événement important, les JO. Tout le monde a joué le jeu, a voté. Tous les sondeurs disaient que le NFP ne pouvait pas sortir premier. Il est sorti premier. Vous devez prendre acte et vous dire voilà. Et puis la politique qui sera menée, après, elle va se discuter à l'Assemblée et puis on en verra les résultats. Je sais, il y a une volonté. En fait, on dirait qu'il a été surpris, qu'il pensait qu'il allait sortir, qu'il allait avoir cette coalition du centre, qu'il essaie de nous remettre. Là, on va en discuter avec Cazeneuve, qui pensait qu'il allait avoir cette coalition du centre qui n'a pas eu lieu. Donc, il a été surpris. Donc, il joue la montre. Et il pensait que les divisions du NFP, et à juste titre, parce que le NFP a eu du mal à s'entendre avant, etc. Il pensait que ça n'allait pas durer. Et finalement, ça tient quand même. Donc, il est assez embêté, moi, je pense. Comme s'il n'y avait pas eu d'élection, ça fait 2 mois que sur les plateaux, on se perd en conjectures et en noms balancés de toutes parts. Même les Républicains candidatent pour Matignon, alors qu'ils ont quand même bien perdu aux législatives. Ouais. Depuis le début, les noms de Xavier Bertrand ou encore Bernard Cazeneuve circulent, alors que d'un côté, LR a bien perdu les élections et de l'autre, Bernard Cazeneuve n'est pas du tout la proposition du NFP qui est arrivée en tête. Les libéraux et la droite, tu l'as dit, disaient qu'ils refuseraient tout gouvernement avec un membre insoumis car LFI serait trop dangereux pour le pays. Alors Jean-Luc Mélenchon a annoncé retirer le parti pour le gouvernement, puis ensuite, finalement, c'est pas forcément la France insoumise qui gêne, mais plus le programme
ou encore moins la présence, pas seulement en fait la présence des insoumis. Et entre le refus catégorique de voir la gauche gouverner ou les spéculations autour de noms qui sortent du chapeau, est-ce qu'on n'assiste pas là à une sorte de cirque, Thomas ? Si, alors si, bien sûr qu'il y a un cirque. Et puis, en fait, depuis le début, on voit que ça ferait plaisir à un certain nombre de gens du gouvernement, dans les médias et à Macron, que la gauche se divise. Le but, dès le début, ça a été de dire la gauche ne devrait pas se rallier à la France insoumise. Ils se sont ralliés, ils ont discuté, ils ont trouvé un Premier ministre commun avec Madame Castet. Grosso modo, ils jouent le jeu puisqu'ils refusent même qu'il y ait des ministres insoumis, tu l'as dit, au gouvernement. Donc il n'y a plus aucune raison de s'opposer. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas... que les arguments qui ont été mis en avant sont des arguments de mauvaise foi. Il a raté son coup. Il n'est pas sorti vainqueur. Il a raté son coup. C'est avec certes une courte majorité, mais une majorité quand même. Ça s'appelle comme ça. Et Macron aurait eu la même, il serait le premier à vous dire oui, vous m'avez élu, c'est moi qui ai gagné. Donc il y a eu une majorité relative. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que les partis se mettent d'accord de gauche. Il pensait que la France insoumise était grillée, que la gauche ne voulait plus lui parler. Il ne pensait pas qu'il se trouverait un Premier ministre. Il ne pensait pas que Jean-Luc Mélenchon accepterait de ne mettre aucun insoumis, ce qui est quand même une décision assez forte. Et donc, à la fin, il évoque la dernière chose. Non, je m'inquiète pour l'avenir de la France. Les marchés financiers vont nous punir. Normalement, la démocratie, c'est pas ça. Il y a eu une proposition d'un Premier ministre faite par la majorité relative. Voilà, il faut que le Premier ministre soit désigné et que l'Assemblée joue son rôle. Et là, on essaie de contourner ça. Et on va se retrouver finalement avec une espèce de copie de Macron, c'est-à-dire le bloc très centriste du PS, le bloc valsiste, où il y a toujours eu beaucoup de transferts du côté de la gauche valsiste chez Macron déjà, et il essaie de trouver quelqu'un là-dedans pour dire non, il n'est pas de mon camp, il est du Parti Socialiste, ou il était du Parti Socialiste. Et voilà, c'est ça le but. Mais il fera la même politique. Alors c'est là que je pense que les négociations portent sur ça maintenant. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir céder pour ne pas humilier le Premier ministre. Parce que si le Premier ministre arrive, M. Cazeneuve arrive et il dit « tout est bien, on va rester comme ça, on va faire la même politique », c'est une humiliation trop forte pour lui. Il a déjà été Premier ministre. C'est une humiliation trop forte. Donc il faut céder sur quelque chose. Donc les pistes qu'on entend, c'est une taxation temporaire, très temporaire des hauts profits, pas plus, temporaire, ou ouvrir un nouveau débat sur la réforme des retraites. Jérôme Guedj, qui est député PS, parle de gel de la réforme des retraites plutôt que d'annulation complète. Oui, mais alors gel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, gel ? Pour la dégeler quand ça sera plus dans l'actu. Voilà. Donc elle a déjà été mise en place en partie là, la réforme. Donc ça veut dire que sur les prochaines années, sur 1 an ou 2, aller jusqu'à la fin du quinquennat, on touche plus. On reste sur ce qui a été mis en place. Et après quoi, on reprend, c'est pas sérieux. Je veux dire, mais je pense qu'on va se diriger là-dessus. Le but, c'est de continuer la politique de l'offre de Macron, de ne pas toucher à ce qui est important pour Macron, c'est-à-dire la taxation des hauts revenus et un coût du travail plutôt faible avec les salaires pour permettre aux entreprises de garder leur compétitivité et de continuer... Et après de céder sur un petit truc, sur une petite mesurette à la marge pour dire regardez, je vous ai entendu. Comment on veut que les gens ils comprennent quelque chose là et surtout aillent voter ensuite ? Personne ne comprend et puis je vois pas, oui. En fait, aujourd'hui, le vote, il n'est motivé, c'est ça moi qui me rend très triste, c'est que à part chez des militants ou à part chez des gens qui suivent ça de manière assez structurée, mais même ceux-là, je les vois parfois souvent prendre des positions assez proches des partis politiques, c'est-à-dire pas des positions d'intellectuels. La position d'intellectuel, c'est que vous réfléchissez et vous prenez une position, elle plaît à un parti ou pas, c'est pas votre problème. Enfin, qu'elle plaise à Mélenchon ou à Roussel ou pas à Roussel, enfin, c'est pas. Vous faites quelque chose qui vous semble le juste. Aujourd'hui, à part des militants ou des intellectuels qui sont un peu des militants qui ont choisi un camp, etc., j'ai l'impression que les gens ne votent que pour faire barrage, en fait. Ou pour des raisons il a l'air d'être sympa, il n'a pas l'air d'être méchant, il n'a pas d'ici. Mais pour le programme de fond qui pourrait changer la vie des gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens soit n'y croient plus, soit ils sont même incapables de vous dire ce qu'il y a dans les programmes et ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est un peu triste. Surtout quand ils ont fait barrage et qu'on ne respecte pas en plus, après coup, ce qui est sorti des urnes, c'est compliqué. Oui, c'est sûr, la phrase « oui, de toute façon, ça sert à rien d'aller voter, ils choisissent pour moi », ça va être compliqué de la contredire. Là, on est dedans. Là, on est dedans. Personne ne voyait ça. Et puis là, on vous dit, écoutez, maintenant, on ne va pas tenir compte du vote du scrutin. On va choisir un ministre technique. C'est ça. Pas un ministre que les gens veulent, un ministre technique
qui va appliquer ma politique. La gauche a aussi des responsabilités, on le sait, on vient de le dire et on l'a répété. D'ailleurs, on était allé les confronter là-dessus. Si la gauche trahit de nouveau, le boulevard est libre pour l'extrême droite déjà bien avancée et d'ailleurs qui est très discrète pendant cette période. Ségolène Royal se dit prête à être première ministre et donc télescope le NFP et dit que Xavier Bertrand ou Laurent Nunez auraient leur place dans son gouvernement, pas forcément des figures de gauche. Est-ce que ça a du sens vraiment de faire de prendre ce genre d'initiative dans les médias, etc., de continuer à épandre cette parole-là dans les médias, dans les matinales? En fait, Ségolène Royal, c'est une professionnelle de la politique, avec des bons côtés. Elle sait faire des coups. Même des militants d'ONG m'ont dit que quand elle avait quelque chose en tête, elle allait jusqu'au bout et qu'elle avait une certaine fidélité dans les promesses qu'elle pouvait leur donner. Et en même temps, c'est une personne qui, quand on regarde finalement le cheminement politique, elle aurait pu aller avec Macron, même si elle n'y a pas été, elle a été avec Valls. Déjà en 2007, il y avait cette notion d'ordre juste qui plaisait à une partie, on va dire, de l'aile droite du PS et qu'elle veut rétablir avec Nunez. Donc c'est une femme politique qui sait faire des coups. Moi, le problème, c'est que chaque fois qu'elle fait un coup, les gens en discutent. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est que quand la France Insoumise voulait faire une liste d'union à gauche pour les européennes, ils ont invité Ségolène Royal. Et elle a dit, moi je veux bien, et Mélenchon a dit oui, pourquoi pas. Et donc ils ont redonné un crédit politique fort à Ségolène Royal à un moment où elle avait finalement disparu des radars en termes politiques. Après une très grande carrière. Ouais. Donc là, pourquoi toujours revenir comme ça avec des noms qui ont été aux manettes, qui ont eu une grande carrière politique, mais pour qui la politique devrait être plutôt derrière, parce qu'ils ont quand même un passif. Ils ont quand même un passif sur les politiques qui ont été menées et les lois qui ont été votées. Ségolène Royal, la loi El Khomri, le CICE, c'est aussi Ségolène Royal. Donc, est-ce qu'on peut accepter ça ? Je ne crois pas. Si on a une structure, une colonne vertébrale, c'est inacceptable. Et c'était inacceptable aussi il y a 2 ans. Je veux dire, on peut s'auto-proposer après tout le temps, moi je veux être ci, je veux être ça. Normalement, si on a une colonne vertébrale et qu'on sait ce que les gens ont fait dans le passé, c'est pas possible. Et le fait qu'elle soit invitée aux journées d'été de la France Insoumise et qu'on dit que potentiellement elle pourrait prendre la liste de l'union de gauche aux européennes, c'est une faute parce que ça montre en fait que la politique c'est que des castings et des coups et pas du fond. Et ça, après, les gens, ils le voient, ils ne sont pas bêtes. Une partie des gens ne sont pas bêtes, ceux qui suivent. Alors, il y en a qui avalent des couleuvres. Comme je vous dis, les militants et les intellectuels qui avalent constamment des couleuvres, ça a l'air de leur plaire. Mais la plupart des gens, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'après, on arrive avec des gens qui nous disent, de toute façon, c'est tous les mêmes, j'irai pas voter. Dernière question, Mais c'est un peu tous, oui. Parfois, moi je vois, on peut se dire que c'est un peu tous les mêmes. Parce qu'on n'en serait pas là si la gauche avait poursuivi la NUPES. Si elle avait poursuivi la NUPES, on n'en serait pas là. C'était impossible aux européennes de refaire la NUPES. Là, vraiment, tout le monde se l'est dit. Et vous avez vu qu'avec la rapidité avec laquelle ils l'ont fait, suite aux résultats, mais suite au fait aussi, au risque de perdre son poste, puisqu'il y avait une nouvelle élection qui... Et là, les gens, en espace de 15 minutes, ils se sont mis à dire union des gauches. C'est quand même... On l'a dit ici, hein. Quand on suit ces affaires-là comme nous... On se dit, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et là, ils ont refait le NFP, les gens ont joué le jeu, les militants ont voté, ils sont arrivés premiers. Là, ça tient pour le moment. Mais combien de temps ? Moi, j'ai hâte de voir, parce que la prochaine grosse élection, c'est la présidentielle, il va y avoir les municipales, mais là, c'est toujours un peu des, en local, des accords, c'est différent. Les régionales, c'est différent aussi. Mais après, la présidentielle, j'ai hâte de voir. Tout le monde sait qu'ils peuvent y aller en ordre dispersé. Tout le monde le sait, que cette possibilité n'est plus complètement écartée. Malgré les scores désastreux qu'on nous a, elle n'est pas complètement écartée. Même si Le Pen est à un score très élevé et qu'elle peut gagner, elle ne sera pas complètement écartée pour des raisons quoi ? Pour des raisons personnelles. Ça a beaucoup parlé de compromis, d'arc républicain, etc. C'est aussi le jeu des libéraux de former un arc républicain depuis qu'ils sont en position de faiblesse. Est-ce qu'il faut s'allier avec les macronistes ou plutôt tenir un rapport de force en disant on est la gauche, on ne veut pas s'allier ? C'est un peu ce que Faure dit en ce moment d'ailleurs. Mais je trouve que... Alors après, il faut voir ce qu'il met dans le macronisme. Parce que tu vois, peut-être que lui, il ne veut pas s'allier avec Macron, ça c'est sûr. Déjà, ce serait bête d'un point de vue de sa carrière parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'opportunités après Macron. Je
Je veux dire, Macron va laisser, en partant, on ne sait pas qui est son dauphin, mais va laisser en fait un groupe où il y a eu quand même pas mal de députés, il y en a déjà beaucoup qui ont perdu leur poste, mais qui vont devoir faire quelque chose. Alors il y en a une partie déjà qui veut se rabattre, hein. On a vu déjà beaucoup de macronistes dans les différentes élections qui ont senti le vent tourner, qui se sont rabattus. La gauche les a accueillis à bras ouverts. Ça aussi, je n'ai pas compris pourquoi. On en a beaucoup discuté ici, on ne va pas citer tous les noms, mais il y en a quelques-uns qui sont maintenant chauds bouillants. Ils sont chauds bouillants, ils ont voté les lois travail, ils ont voté les trucs les pires. Ils ont voté l'ISF, ils ont voté les lois travail, mais maintenant ils sont chauds. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont déjà passés de l'autre côté. Et il y en a d'autres là, qu'on a vus, hein, qui veulent discuter avec la gauche. Alors peut-être pas avec la France Insoumise, mais la porte d'entrée, elle est toujours au PS, elle est toujours chez les écolos. Les gens commencent toujours par rentrer chez les écolos, puis après c'est le NFP, puis après ils sont... Donc moi je pense qu'il risque d'y avoir là, d'ici la fin du quinquennat, mais principalement avec aussi une volonté de se recaser, parce que le vent tourne, des gens qui voudront aller à la gauche. Mais il faut faire aussi la part des choses. Parce que après les gens, ils ne votent plus, ils ne s'y retrouvent plus, etc. Donc il y a la tactique politique, je la comprends, hein, et ces gens-là savent très bien le faire. Mais à un moment, il ne faut pas que le monde politique soit complètement déconnecté de la vie réelle des gens. Et là, on a l'impression, dans leurs histoires, qu'il y a d'un côté tous les faits divers que nous voyons, et toutes les grèves, notamment chez les internes, qui vont commencer. Et de l'autre côté, des gens qui discutent entre eux de est-ce que tu es fâché avec lui, est-ce que tu n'es pas fâché, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Et on parle plus de programme, quoi. Et on parle plus de programme. Alors qu'entre le programme de Macron et le programme du NFP, il y a quand même... Il y a un écart énorme. Voilà, donc quand on peut passer de l'un à l'autre, c'est que... Et puis Macron avait quand même indiqué des orientations de politique austéritaire sur les prochaines années pour réduire les déficits. Normalement, si le NFP passe, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut répondre aux besoins des hôpitaux, des écoles, etc. et augmenter le pouvoir d'achat. Donc oui, les programmes sont à l'opposé. Donc si c'est discuté pour faire une espèce d'arc comme ça qui ne ressemble à rien, et on refait finalement ce qu'a fait Macron avec En Marche, et à la fin on applique un programme de droite, on se dit non mais on est quand même de gauche, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. De toute façon, nous on continuera à parler des programmes et du fond évidemment dans l'instant Porcher. Merci beaucoup Thomas. Merci Elisa. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Vous le savez, notre candidature solide et soutenue pour une chaîne télé des médias indés sur la TNT n'a pas été retenue par l'Arcom. Le groupe Bolloré, lui, conserve 6 fréquences sur 15, dont CNews. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Continuez à vous abonner, à faire des dons. Vous le savez, on ne vit que grâce à vous, à votre soutien. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.